Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième conférence du cycle de conférences autour de l'exposition Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouva la parole. Alors jusqu'ici, dans les deux premières conférences, on a parlé de ce qui se passait avant Champollion. Il est temps que nous rentrions dans le vif du sujet. Comment Champollion a-t-il déchiffré les hiéroglyphes? Quels sont les éléments qui ont été déclencheurs? Quels sont aussi les moyens qu'il s'est donnés pour parvenir au déchiffrement des hiéroglyphes? Ce sont des questions qui vont être abordées ce soir. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Desclos, qui est conservatrice à la Bibliothèque nationale de France. Elle est égyptologue, mais elle est aussi, je dirais presque surtout, en ce qui concerne Champollion, une des commissaires de l'exposition, qui est la magnifique exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France il y a déjà quelques mois. Elle s'est terminée en juillet. L'aventure Champollion, que vous avez probablement visité. Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir l'accueillir ce soir. Et je lui donne maintenant la parole. Je ne fais pas la même taille que Monsieur Fournet. Alors, tout d'abord, un très grand merci à Jean-Luc Fournet et puis globalement à tous les commissaires de l'exposition, Olivier Perdu, Julien Aubert de la Pierre et Elsa Rical, pour cette invitation à échanger autour de nos expositions tout au long de cette année et à rappeler ainsi les liens très forts qui unissent nos deux belles institutions, le Collège de France et la Bibliothèque nationale de France, depuis si longtemps, dans cet esprit de production et de divulgation de tous les savoirs. Donc il n'y a pas que Champollion qui nous rapproche, mais en tout cas le parcours de Champollion permet d'illustrer la trajectoire d'un esprit brillant qui, bien entouré, put exprimer toutes les possibilités de ces institutions, tout en venant d'un milieu qui n'y prédisposait pas forcément. Alors peut-être comme vous commencez, ou certains d'entre vous commencent à le savoir, tellement on l'a répété tout au long de cette année, la Bibliothèque nationale de France conserve 88 volumes de notes, dessins et estampages du fondateur de l'égyptologie, acquis à sa mort par l'entremise de son frère aîné, alors en poste au cabinet des manuscrits. Ces archives scientifiques témoignent des recherches considérables qu'effectua Jean-François Champollion. On y redécouvre les noms de ses prédécesseurs, de langues et de lectures dont on méconnaissait l'étude par le savant. Le dépouillement des manuscrits permet de remettre en lumière les méthodes et la stratégie que Jean-François Champollion mit en œuvre pour parvenir au déchiffrement des hiéroglyphes. Et ces papiers sont souvent non datés, pas toujours bien identifiés, même si Champollion prend en général le soin d'indiquer ses sources. Et on y trouve plusieurs mains avec des envois de par le monde ou encore les travaux de collaborateurs de Champollion lors de ses missions. Le matériau n'est donc pas toujours simple à utiliser et requiert un long travail de dépouillement. Alors, mais je ne pourrais redire mieux que ces deux illustres égyptologues combien les archives, tels des brouillons d'écrivains, ne cessent de révéler, génération après génération, en fonction des questionnements que la recherche et le monde qui nous entoure font surgir, des mines d'informations rarement épuisables quand elles ne demeurent pas encore tout simplement à exploiter. Avec Guillemette Andreu Lanoé et Hélène Virenque, mes deux co-commissaires à la Bibliothèque nationale, en feuilletant les notes pour la préparation de l'exposition, nous avons pu et dû constater à quel point nous ne connaissions encore qu'une portion infime des papiers de Champollion, ceux de la Bibliothèque nationale, mais aussi ceux conservés ailleurs, comme Didier de Vauchel l'a rappelé la semaine dernière en évoquant les travaux de Karine Madrigal sur la correspondance des Champollion. Et cette phrase d'Emmanuel de Rouget s'est actualisée en prenant véritablement tout son sens pour moi. On connaîtrait bien imparfaitement le travail de Champollion si l'on s'en tenait aux lettres écrites d'Égypte et aux ouvrages posthumes publiés sous son nom. C'est surtout devant ces manuscrits qu'on reste confondu
d'admiration, une phrase qui a été prononcée ici même. Et tandis que Guillemette Andreu, directrice honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, elle s'attachait plutôt aux mots de l'historien d'art belge Capart. Si quelques travailleurs a la patience d'explorer la précieuse mine que constituent les manuscrits autographes de la Bibliothèque nationale, il s'assurera la vive reconnaissance de tous les égyptologues. On est en effet confondu d'admiration devant l'ardeur au travail dont témoignent ces papiers, la ténacité et la somme prodigieuse d'intuitions lumineuses, inachevées, que ces milliers de notes et de réflexions laissent entrevoir. Donc après ce préambule général sur les papiers de Champollion, je vous propose de parcourir certains manuscrits moins exploités du fonds Champollion, ceux des années qui précèdent la publication de la lettre à M. Dacier, donc la fameuse date retenue pour le déchiffrement, soit un Champollion avant ou pendant le déchiffrement. Et nous nous situons donc quelque part entre la conférence de Jean-Luc Fournet, et on a encore à l'esprit ce qu'il reste des hiéroglyphes après les hiéroglyphes, et celle de Didier de Vauchelles autour de la centralité de l'inscription démotique de Rosette. Donc on verra dans un premier temps toutes les langues et tout l'outillage oriental dont s'est équipé Champollion pour parvenir à ce déchiffrement, tandis qu'il écumait une Égypte de papier afin de s'aguerrir et préparer son déchiffrement. Et en guise de conclusion, je vous proposerai de retracer et de nous interroger si Champollion était un orientaliste comme un autre. Donc, pour quelques éléments de remise en contexte, Champollion naît le 23 décembre 1790 à Figeac. Il est souvent nécessaire de se référer à la correspondance et aux anecdotes familiales recueillies entre autres par Hermine Hartleben pour donner de la chair à ce manuscrit. Hermine Hartleben, grâce aux encouragements de Georges Perrault puis de Gaston Maspero, produisit une biographie de près de 1200 pages en 1906, après plusieurs années d'enquête sur les lieux des Champollion et dans les archives, tant à la Bibliothèque nationale que restées dans la famille. Plusieurs anecdotes soulignent les capacités autodidactes de Jean-François, qui aurait ainsi appris à lire seul précocement, en rapprochant les textes prononcés à voix haute, lus, de ceux inscrits dans un missel, ou encore un autre apprentissage en autodidacte, l'hébreu vers l'âge de 11 ans, consolidé avec l'enseignement de l'abbé Dussert à Grenoble, où Jean-François a entre-temps rejoint son frère aîné. Nous sommes dans la période post-révolutionnaire, les lycées n'ont pas encore repris, et en attendant que le lycée réouvre, Jean-François bénéficie donc de cours particuliers. Il aurait appris l'hébreu, il s'y serait intéressé en tout cas, afin de pouvoir étudier le texte biblique dans une de ses langues d'origine, l'araméen, parce qu'il aurait découvert avec intérêt dans les livres, et notamment les livres qui servaient de support pédagogique, la chronologie depuis les peuples antiques jusqu'à nos jours, qui est fortement imprégnée alors de chronologie biblique. Champollion annonce dans cette période, d'ailleurs dans une lettre, vouloir rassembler matière à une chronologie depuis Adam jusqu'à Champollion le Jeune. En 1802, il aurait impressionné 2 inspecteurs de l'école, puisqu'il a réussi à rentrer au lycée entre-temps, venus de Paris pour un examen sur des traductions latines et grecques, en décidant en annexe, en heure d'œuvre si on veut, de commenter un passage de la Bible en hébreu. De cette anecdote, nous avons en tout cas une trace ténue dans les papiers Champollion, avec un petit essai de quelques pages sur la fable des géants, tandis que dans le même temps, en 1803, on se souvient, il est né en 1790, il a donc 13 ans, il obtient l'autorisation de commencer l'étude de l'arabe, du syriaque et du chaldéen quand il a fini ses devoirs. Alors, la fable des géants, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte biblique où il est question de géants. Et Champollion commence par rappeler que différents peuples partagent la désignation de géants
et nomme ces derniers dans différentes civilisations. Par exemple, dans l'Inde, il parle de Vishnu. Le cœur de son propos est indiqué dans cette citation reproduite à l'écran. Plusieurs érudits se sont partagés. Ah oui, la grammaire de Champollion et son orthographe n'est pas toujours au top, mais bon, voilà. Je cite tel que c'est marqué. Sont partagés sur la signification de cette fable. Pour l'expliquer, si elle n'est qu'une allégorie, le plus court chemin est de chercher l'étymologie du nom des principaux personnages dans les langues orientales, c'est-à-dire dans l'hébreu, le syriaque et le chaldéen. Alors, par exemple, un extrait, il prend le nom de Rakous, et il identifie une racine possible en hébreu, roué, le vent, l'ouragan. Pour Encéliade, il y voit une rencontre entre le Moraïn, la source, la rivière, et Chelade, qui, par métaphore, signifie le torrent, etc. Grâce à l'étymologie, il veut esquisser une géographie historique de la Bible où chaque peuple de géants serait à relier à une contrée marquée par des caractères naturels. Donc Champollion, à peine âgé de 14 ans, puisque on voit indiqué en haut à droite, composé en 1804, prend clairement le parti pour une interprétation du texte biblique comme une allégorie, audace qui lui veut quelques mises en garde de savants qui lui rappellent qu'un si jeune esprit doit être réservé et pas si prompt à émettre des jugements aussi catégoriques dans le domaine biblique. Émilin, alors ami et correspondant de Jacques Joseph, le frère aîné de Champollion, à qui il avait envoyé le texte, conseille de réorienter les centres d'intérêt du jeune Champollion en disant qu'il est un peu jeune pour s'intéresser à ces questions-là. Alors, ce mémoire, qui a impressionné néanmoins par la méthode et la précocité intellectuelle de son auteur, fut lu par La Salette devant le lycée des sciences et des arts de Grenoble en 1806. Et sur la date de cet essai, en fait, on reconnaît dans la page une écriture d'un Champollion jeune, moins mature et plus ronde que celle qu'il formera plus tard et qui forme le gros corps de ses archives. Et on lit en fait les annotations manuscrites que j'ai ici encadrées en rouge. Ma première bêtise 1814, composée en 1804. Alors un autre texte précoce de Champollion des années 1806 est conservé au Riche Museum d'Amsterdam et actuellement exposé à Lens sur l'histoire du ciel inspiré par les réflexions de Pluche du début du XVIIIe siècle. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous vous intéressez aux essais précoces de Champollion. Alors ce travail sur la fable des géants est aussi symptomatique d'un goût certain pour l'étymologie et la recherche sur les noms propres, caractéristiques de l'époque, et qui séduit Champollion, donc dès son plus jeune âge. Or, l'étymologie et la recherche sur les noms propres constituent deux branches très utiles à l'art du déchiffrement ou raisonnement sur les écritures oubliées. Champollion ne fait que reprendre une démarche que bien d'autres orientalistes ont entrepris avant lui, la déduction historique par le raisonnement sur l'étymologie. Champollion fait de telles recherches dans la fable des géants qu'il applique aussi à l'Égypte avant de rejeter la validité de cette démarche jusqu'au jour du déchiffrement. Alors Jean-Luc Fournet nous a parlé dans cette conférence inaugurale du cycle de Kircher. Je vous parlerai donc ici de Paul Ernst Jablonski, auquel Jean-Luc Fournet a d'ailleurs récemment consacré un article abordant la question des errances de l'égyptocentrisme linguistique. Et Jablonski est l'élève du coptisant Vessière de la Croze, un nom qu'on va recroiser un peu plus tard. Jablonski raisonne sur la parenté du copte avec la langue égyptienne, telle qu'Athanas Kircher et Fabrique de Peiresc avaient pu l'affirmer depuis quelque temps. Avec le panthéon des Égyptiens en commentaire au sujet de leur dieu, je vous traduis le titre, je vous fais grâce du titre en latin, Jablonski rédige une synthèse sur les divinités pharaoniques. Il critique les informations transmises par les auteurs grecs et latins en analysant les noms des dieux à partir de leurs racines en copte. Bien avant Champollion, il veut faire parler l'Égypte à partir de la langue égyptienne.
Ainsi a suscité-t-il le nom Anubis, enfin Anubis du grec, homocopte noub, signifiant or. Il en tire l'idée que le chacal, l'animal sacré d'Anubis, tel que nous le rapportent les textes antiques, est associé à ce métal. Or, ce travail reste prématuré car les identifications sont souvent erronées dans la mesure où, avant le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique, ni l'orthographe égyptienne, ni les évolutions phonétiques ne sont encore connues. En effet, Anubis se dit en fait Inpu en égyptien, ce qui est découvert presque un siècle plus tard. L'ouvrage reste cependant salué par la communauté savante après sa parution entre 1750 et 1752 en 3 volumes, et l'orientaliste Étienne Quatremer, professeur au Collège de France à partir de 1819, y voit un des travaux les plus complets et utiles dans le domaine. En regard, vous pouvez voir sur cette diapositive des pages des papiers Champollion. Ce sont des notes rassemblées en vue de la publication du Panthéon égyptien qui paraît en livraison à partir de 1823. Champollion, à la manière de Jablonski, rassemble ce que les auteurs antiques ont transmis, mais affine cette idée en donnant le point de vue égyptien à partir des sources qu'il est désormais capable de lire. Dans son discours d'introduction au Collège de France sur le cours sur la grammaire égyptienne en 1831, et dont nous parlera très certainement Olivier Perdu la semaine prochaine, Champollion explique les écueils de la démarche de Jablonski à l'aune de sa connaissance des hiéroglyphes. Il conclut au sujet de ses recherches « Aussi sommes-nous obligés de le dire, les éléments phonétiques formant les noms propres originaux des divinités égyptiennes dans les textes hiéroglyphiques n'ont rien de commun avec l'orthographe que leur attribuait Jablonski et ne se prêtent nullement à ses interprétations. » On voit ainsi toute la subtilité et la prudence dont Champollion fait preuve quant aux enquêtes étymologiques pratiquées depuis ses premiers essais et à quel point 2 démarches qui paraissent si proches peuvent en fait ne pas tomber au même endroit. Alors, je vais vous parler à présent d'une autre grande trajectoire depuis ses premières études, celle qu'on peut tracer autour du chinois. Alors, Jean-Luc Fournet l'a rappelé à nouveau dans cette séance liminaire du cycle, théorie de Guigne traçant un lien direct entre l'évolution des formes cursives du chinois et de l'égyptien, et qu'il explique par le fait que la Chine aurait été une colonie chinoise. Guigne reprend en cela le raisonnement sur l'évolution des caractères d'écriture développé par celui qui fut le grand déchiffreur d'écritures oubliées du XVIIIe siècle, l'abbé Barthélemy. Champollion, dans ses jeunes années et toute sa vie, décide de lire tout ce qui a trait à l'Égypte et il a notamment connaissance de cette théorie. C'est sans doute un des moteurs pour l'apprentissage du chinois. Autre argument pour l'étude du chinois, le très grand nombre de signes d'écriture qui tendent à rapprocher les sinogrammes des hiéroglyphes. Y aurait-il alors quelque chose à tirer de l'étude du chinois pour la compréhension du mécanisme des hiéroglyphes ? La question est plus que légitime. Alors pour Hermine Hartleben, Champollion s'intéresserait au chinois vers les années 1804. Alors, ce qui semble être confirmé par cette note à gauche de la diapositive de 1804 qu'on retrouve dans ses manuscrits lorsqu'il compile toute une série de clés du chinois et dont on a souvent dit que cela avait inspiré Champollion pour la notion de classificateur ou de déterminatif. Vous savez, ces signes qu'on trouve souvent à la fin d'un mot égyptien et qui indiquent le champ lexical ou la grande idée qui préside au mot. Donc, dans cet intérêt, en fait, pour le chinois, comme la plupart des langues orientales, va perdurer un grand nombre d'années chez Champollion. Ce n'est pas un apprentissage qu'il fait que 2 ans, puisque un peu plus tard, on retrouve toujours dans ses notes qu'il travaille sur un ouvrage anglais publié en 1815, ce que je vous ai souligné dans le second encadré rouge. Et dans ces notes, on perçoit ce qu'il en retient. Il en retient matière à réflexion sur l'évolution graphique de l'égyptien ancien.
Dans une page ultime de notes, ici encadrée en bleu, Champollion objecte que l'évolution entre les deux écritures est cependant différente. Les signes iraient en s'éloignant de la représentation figurée pour le chinois, tandis que Champollion pense que c'est l'inverse pour les hiéroglyphes, parce qu'il croit que les hiéroglyphes, en fait, l'évolution naturelle est d'aller du hiératique vers le hiéroglyphe. Il n'a pas encore bien compris la chronologie des deux écritures. Donc il pense qu'au contraire, l'écriture égyptienne se perfectionne vers de plus en plus de figurés, parce qu'il a sans doute en tête les planches de la description de l'Égypte, où on voit les temples d'époque gréco-romaine avec des signes parfaitement formés. Il relève enfin que Pallène, un savant dans le sillage de la description de l'Égypte, prétend, en s'appuyant sur Manéthon et Plutarque, que les signes hiéroglyphiques auraient évolué dans leur signification. Et il ajoute en commentaire que ceci reste à examiner. On voit un petit peu comment il accumule ses notes dans tous les sens, et on se demande bien comment il arrivait à s'y retrouver. Alors, autre information qu'on rencontre cette fois-ci dans les publications posthumes de Champollion effectuées par son frère aîné Jacques-Joseph, c'est souvent Jacques-Joseph explique la méthode ou la volonté de son frère cadet et les choix opérés pour la publication, puisque c'est à titre posthume, il tente de légitimer son entreprise. Dans la préface du dictionnaire, Jacques-Joseph raconte que s'est posé à eux la question de savoir dans quel ordre on allait présenter, classer les mots égyptiens dans une langue qui n'est pas à proprement parler alphabétique. Il raconte alors que les clés du chinois furent une source d'inspiration avant de rencontrer en fait des manuscrits coptes arabes, les Scalae. Vous en avez, je crois, un d'exposé à l'exposition, et où les mots sont organisés dans une vision du monde hiérarchisée depuis la divinité jusqu'aux choses abstraites, un petit peu à la manière des onomasticas antiques. Donc vous voyez la longue influence et réflexion autour du chinois, si elle n'a pas directement servi au déchiffrement des hiéroglyphes, la manière dont peut infuser un apprentissage par comparaison pour, y compris, aider et ouvrir son esprit à de nouvelles hypothèses par rapport à ce dont on a l'habitude de pratiquer. Alors, toujours dans la période de formation, en quasi autodidacte de Champollion, adolescent à Grenoble, intervient bien évidemment le copte. Alors, suite à une visite de don Raphaël de Monachis en 1805 chez Fourier, le préfet de l'Isère, don Raphaël de Monachis, je le rappelle, est un moine melkite revenu d'Égypte avec l'expédition de Bonaparte. Et don Raphaël aurait confié à Champollion que s'il souhaitait effectivement s'attacher à la compréhension de l'égyptien, il devait absolument commencer par l'étude du copte et du guèze, c'est-à-dire l'éthiopien ancien. Alors, on n'est pas très assuré de cette rencontre à cette période-là, surtout que le passage de don Raphaël en 1805 semble avoir été très rapide chez Fourier, mais il existe des échanges épistolaires un peu plus tardifs entre les Champollion et don Raphaël, ce dernier leur conseillant et leur procurant grammaire et textes orientaux édités. Donc, à un moment donné, quand même, il participe à l'orientation et l'aiguillage de Champollion dans les langues orientales. Alors Champollion aurait donc commencé à entreprendre une géographie de l'Égypte en comparant les toponymes des différentes langues et écritures qui se succédèrent en Égypte, depuis le copte jusqu'à l'arabe, en rapprochant les textes de géographes arabes tels Ibn el-Wardi et de voyageurs comme Volney ou de Nibour. Donc on voit déjà la masse bibliographique qu'il faut compiler pour arriver à une telle carte. Désolée, la photographie n'est pas très bonne, mais prise sur le vif dans un manuscrit. À Paris, un peu plus tard, en 1808, il écrit une lettre à son frère où il dit « J'ai découvert à la Bibliothèque impériale », c'est nous autrefois, dans un manuscrit copte, une liste des noms de villes en égyptien qui justifie toutes mes conjectures. Alors, dans les manuscrits de Champollion, on retrouve donc l'esquisse de cette carte du delta avec les noms en copte, tandis qu'il publie une carte avec les noms transcrits en lettres latines, prétendument des noms égyptiens, dans l'Égypte des pharaons en 1814. On retrouve là un des aspects du déchiffrement,
résonnant à partir de noms propres en copte, en arabe et dans les textes des géographes antiques pour retrouver les toponymes antiques pharaoniques. Donc là aussi, vous voyez une des autres démarches et comment toutes ces réflexions sont un peu parallèles pour ensuite faire sens au niveau du fameux Eureka où je tiens à mon affaire de 1822. Alors, dans une lettre, on continue à progresser dans le temps. De janvier 1806, Champollion déclare à Joseph Fourier, toujours le même préfet de l'Isère et un des protecteurs des Champollions, « Je veux faire de cette antique nation, c'est-à-dire l'Égypte, une étude approfondie et continuelle. L'enthousiasme ou la description de leurs monuments énormes m'a porté, l'admiration dont m'ont rempli leur puissance et leur connaissance vont s'accroître par les nouvelles notions que j'acquerrai. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'aucun ne balance les Égyptiens dans mon cœur. » Voilà, c'est dit, 1806, Champollion se consacrera à l'Égypte. Et des échanges épistolaires entre Jacques-Joseph et Milin achèvent de préparer la voie et la formation de Champollion. Milin, celui qui avait conseillé de réorienter Champollion un peu jeune sur d'autres intérêts que les textes bibliques, constate l'entêtement du cadet dans la voie orientale et les progrès fulgurants. Et il décide de l'indispensable séjour parisien de Jean-François. Un moment s'interroge, faut-il aller à Göttingen, là où avait lieu le grand enseignement des langues orientales, ou à Paris? Mais Jacques-Joseph obtient une bourse pour permettre à Jean-François de rester presque 2 ans à Paris. Et c'est donc ainsi, entouré de connaissances, qu'il pourra faire ses classes au Collège de France notamment. Alors, Champollion, Jean-François lui-même, dès la fin de sa scolarité, commence à organiser son année future. Il souhaite devenir élève de l'école des langues orientales qui se tient dans la rue de Richelieu, non loin de la Bibliothèque nationale, enfin alors royale, et parce qu'il sait que devenir élève de cette école lui donnera un accès aux manuscrits de la Bibliothèque royale qu'il veut absolument dépouiller pour ses recherches. Pour préparer ses cours, et notamment celui de Sacy, dont la réputation est assez impressionnante, il demande à don Raphaël de Monachis, toujours notre prêtre melkite, la grammaire de sanskrit de Coolbrooke, des copies de textes indes, pélévi et parsi, on est dans le monde iranien, et une grammaire de copte. Donc on voit qu'il n'attend pas de commencer ses cours pour tout de suite s'atteler à la préparation de ses années parisiennes. Ici, je vous présente de manière illustrative, dans la diversité des papiers Champollion qu'on peut réunir, 2 éléments produits lors des cours parisiens, donc entre les années 1807 et 1809. Tout d'abord, des cartes avec des toponymes dans les différentes écritures. Vous avez ici notamment de l'arabe, du chinois et du sanskrit. Et vous avez des notes de cours de linguistique générale, parce qu'il suit beaucoup de cours de linguistique générale, où sont classées en grande famille les différentes langues. Et il ne perd jamais de vue son intérêt pour l'Égypte. On voit qu'il cherche à placer l'égyptien dans ces grands tableaux de famille de langues. C'est le mot que vous avez entouré en rouge. Comme c'est écrit au crayon à papier, ce n'est pas forcément très lisible. Il accumule donc durant ce séjour parisien les lectures. On sait notamment qu'il se rapproche d'un conservateur à la Bibliothèque royale. Et en fait, on est au lendemain de la Révolution française. Donc il faut imaginer qu'il y a eu toutes les saisies révolutionnaires et qu'il y a des centaines et des centaines de caisses de livres à traiter. Et pas que des manuscrits, mais aussi des livres imprimés. Et il y a les nouvelles acquisitions, les nouvelles entrées du dépôt légal. Et il y a un retard certain de catalogage. Et donc, face à l'enthousiasme de Champollion, le conservateur lui donne accès à la réserve et carte blanche pour justement consulter les livres alors même qu'ils ne sont pas traités. Et ça met Champollion en joie, ce qui lui permet d'être en contact avec la meilleure bibliographie possible disponible à Paris à ce moment-là.
Dans une lettre, donc, il va accumuler les lectures, il va chercher des parentés partout, il peut caser l'égyptien ou le rapprocher d'autres fonctionnements ou trouver des mentions sur l'Égypte, il va le noter. Et dans une lettre restée fameuse à son frère, où il détaille son emploi du temps parisienne, là où il dit qu'il court et qu'il n'a plus une seconde à lui et que c'est bien dommage parce qu'il n'a même pas le temps de se mettre au turc, il déclare sa passion pour l'Étrusque. Les Étrusques m'occupent en ce moment. Langue, médailles, pierres gravées, monuments, sarcophages, tout se grave dans ma tête. Pourquoi? Et là, il souligne, c'est là où j'arrive plus à lire la phrase, parce que les Étrusques viennent de l'Égypte. Désolé pour l'effet dramatique, il était voulu par Champollion. Voilà une conclusion qui ferait sauter au plancher tous vos érudits enfarinés de grec et de latin. Cependant, j'ai des preuves monumentales. Bon, voilà. Il est encore un peu jeune, on va dire ça, et en tout cas enthousiaste. Les notes concernant les autres systèmes d'écriture étudiés par Champollion ont été principalement réunies par son frère en 6 volumes que vous trouvez mentionnés ici en haut de cette diapositive. Avis aux spécialistes de différentes langues, je serais ravie qu'on m'aide à identifier les textes recopiés par Champollion. Donc, je vous mets une autre illustration peut-être. Tout ça, c'est des textes étudiés par Champollion dans ses années parisiennes et il s'entraîne, comme on fait tous, à recopier des textes dans les Écritures. Champollion est donc à Paris entre 1807 et 1809 au Collège de France et à l'École spéciale des langues orientales. Alors, il suit beaucoup d'enseignements, mais il poursuit également de nombreuses études seul, procédant comme il l'a toujours fait, et à la manière de bien d'autres orientalistes. Il lit des grammaires, s'appuie sur des textes édités avec leur traduction pour progresser dans la connaissance de nouvelles écritures. En février 1808, il écrit à son frère « J'ai sué 100 éaux à débrouiller l'éthiopien et j'y suis parvenu. J'ai étudié ses rapports avec l'hébreu et l'arabe et je suis à même à le traduire avec beaucoup d'aisance. » Dans ces manuscrits, on dénombre pour cette période la pratique de 24 langues et écritures. Je vous les cite, latin, grec, hébreu, arabe, syriaque, chaldéen, donc un des noms de l'araméen, chinois, copte, gaze, sanskrit, zen, pélévi, persan, gaulois, étrusque, ibérien, celte-ibérien, rune, mexicain, samaritain, sabéen, berbère, phénicien, punique. Bien sûr, toutes ne sont pas poussées au même niveau de connaissance. Certaines sont juste découvertes pour comprendre à quel système elles se raccrochent et que retenir de cette écriture et de cette langue, tandis que d'autres sont beaucoup plus approfondies. Le nombre de pages consacrées aux langues iraniennes est conséquent. On sait qu'à cette époque-là, ils maîtrisent déjà parfaitement l'hébreu, l'arabe et le syriaque. Donc vous voyez, il y a... Et puis bien sûr le copte qu'il dit pratiquer couramment. Alors, petite récréation. Donc ces années parisiennes le mettent en contact avec tout un réseau savant. Il étend ses connaissances d'anciens d'expéditions de Bonaparte. Il va au cours d'archéologie de Milan. Le premier cours public d'archéologie a eu lieu dans les murs de la bibliothèque, avant que n'ouvre l'école du Louvre et d'autres enseignements en université. Il y apprend notamment le dessin épigraphique. Il rencontre des collectionneurs privés comme l'abbé de Tersan. Et ce qui reste rare dans les manuscrits conservés à la BNF, qu'on trouve plus volontiers dans les manuscrits de la famille, quelques écarts. Faut-il ici reconnaître De Sacy, avec qui il était parfois fâché et qu'il appelle le jésuite. Et dans ces griffonnages en fin d'un volume, au revers d'une feuille, on voit tout en bas Polycraque. Et c'est peut-être sans doute une allusion à Quatremère de Quincy qu'il a surnommé Polycarpe. Donc il devait tester les surnoms dont il affublait ses bien-aimés professeurs. Entre 1807 et 1816, Champollion approfondit son apprentissage des langues orientales. Il lit des histoires des peuples de l'Orient, traduit des manuscrits en parallèle de son poste d'histoire ancienne et de bibliothécaire assistant à Grenoble pendant l'assignation à résidence à Figeac. On rencontre de manière assez fréquente, pour qu'elle soit significative, de nombreuses études de Champollion consacrées aux monnaies,
Au XIXe siècle, on appelle les monnaies médailles, d'où ces intitulés. Et cela va bien au-delà de l'intérêt numismatique local que son frère avait développé à titre d'érudition dans ses enquêtes épigraphiques et archéologiques. Je pencherai volontiers pour identifier cet intérêt de Jean-François, toujours dans la logique du déchiffrement. Champollion ne se contente pas de lire tout ce qui a rapport à l'Égypte. Pour sa quête dans la compréhension des écritures oubliées égyptiennes, il élargit son champ d'études à un grand nombre d'écritures de diverses familles. On dit orientales par abus de langage, parce que vous avez vu, on vous a cité les runes, et bien d'autres systèmes d'écriture. Mais il s'intéresse surtout et aussi à toutes les opérations de déchiffrement. Quelles sont les méthodes pour déchiffrer une écriture oubliée ? Et les opérations de déchiffrement les plus récentes, dont le plus fameux représentant, je vous l'ai déjà dit, c'est l'abbé Barthélemy, le déchiffreur du phénicien et du palmyrénien. Barthélemy a tenté de théoriser une méthode pour déchiffrer justement ces écritures oubliées, dont notamment le fait de travailler à partir de l'état le plus récent d'une langue pour en remonter les strates. C'est pour cela que la plupart des déchiffreurs de l'inscription de Rosette ont commencé par travailler sur le démotique. Didier de Vauchel nous l'a rappelé. Il établit aussi que pour percer le système d'écriture, il faut commencer par dénombrer les signes et essayer de les identifier. Est-ce qu'on peut rapprocher cette écriture d'un alphabet ? Si c'est un alphabet, on ne peut pas aller au-delà d'une trentaine de caractères. Est-ce que c'est un alpha syllabaire ? Donc potentiellement 2 ou 3 fois plus qu'un alphabet, ou purement idéographique, avec des centaines, voire des milliers de signes. Et peut-on identifier aussi si les voyelles sont notées ? Il faut enfin, nous dit l'abbé Barthélemy, retrouver les noms propres et tenter de déchiffrer l'écriture perdue grâce à des inscriptions bilingues, en rapprochant les signes inconnus avec une écriture connue, qui ne transcrirait pas forcément des phonogrammes, qui ne transcrirait forcément que les phonogrammes, c'est-à-dire les sons, soit la prononciation des noms et non pas une traduction. Car ce qui est important dans un nom propre, c'est d'arriver à identifier ce nom propre, non pas dans le sens intrinsèque du nom propre. Par exemple, André, qui voudrait dire l'homme, on ne va pas traduire comme ça, mais on va chercher à rendre le son André dans chacune des langues. Et donc, on va procéder par son. Et en justement reliant comme ça des caractères d'une écriture connue avec des sons qu'on arrive à identifier à des caractères d'une écriture inconnue, on peut déjà commencer l'émail d'un puzzle où on aurait les premiers signes avec une concordance et on aurait les premiers sons comme ça identifiés. C'est donc la première des clés évidentes pour obtenir un premier jeu de caractères avec des valeurs phonétiques. Ça vous rappelle sans doute une histoire pour le cartouche de Ptolémée. Et si on termine cette histoire autour de l'abbé Barthélemy en complétant que c'est lui qui a par ailleurs identifié que les ovales entourant les signes hiéroglyphiques étaient très certainement pour désigner des noms propres, on voit à quel point ces conclusions furent utiles. Et donc, pour en revenir aux monnaies, justement, l'abbé Barthélemy était garde au cabinet des bétails de la Bibliothèque royale et il a contribué à enrichir de manière prodigieuse les collections numismatiques royales, justement dans cette quête de déchiffrement, car il avait repéré des monnaies bilingues phénicien-grec. Et dans une monnaie, on a de fortes chances d'avoir des noms propres, notamment des noms de lieux, des noms de rois, d'empereurs, de gouverneurs. Et Champollion, lui, veut tout tester, donc il se remet dans les pas de l'abbé Barthélemy, copie ces monnaies, et pour s'imprégner de la méthode de l'abbé Barthélemy et voir ses écueils ou ce qu'il pourrait en retirer. Ici, à gauche de l'écran, je vous ai mis notamment une planche qu'on a identifiée pour l'exposition, où à chaque dessin de Champollion,
En raison de la précision des dessins, notant les particularités des frappes et les altérations, un collègue du cabinet des médailles, enfin aujourd'hui le département des monnaies, médailles et antiques, Julien Olivier a pu retrouver les exemplaires qui sont toujours conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale et étudiés par Champollion. Alors, la fouille des archives pour faire découvrir tout ce travail sous-jacent d'une œuvre s'avère également très pertinente pour le rôle et l'investissement de Champollion dans le copte. Au moins 11 volumes sur les 88 y sont entièrement significativement consacrés, sans compter ceux où le copte intervient naturellement dans l'étude des écritures pharaoniques. Les citations soulignant que Jean-François parle copte tout seul et qu'il veut savoir son copte comme son français, car il est persuadé que là se trouve la clé qui lui permettra de déchiffrer les papyrus, sont bien connues. Et chaque commémoration insiste davantage encore sur la maîtrise de cet état de la langue avancée de l'égyptien par Champollion. On le minimise souvent, cependant, car on l'a réduit à l'une des clés, à un des outils qui auraient servi uniquement pour le grand œuvre, les hiéroglyphes. Or, Champollion fut un coptisant averti. Il se forma seul à partir d'ouvrages de la fin du XVIIe siècle, en utilisant notamment le dictionnaire de Lacroze, le maître de Jablonski, dont on a parlé tout à l'heure. Très vite, Champollion se targue de pouvoir doubler le nombre de termes recensés dans ce dictionnaire. Il demande à obtenir l'exemplaire de Milan pour pouvoir le démantibuler et l'interfolier, c'est-à-dire le faire relier en mettant des feuilles entre, et c'était une pratique assez courue, justement pour pouvoir y ajouter tous les mots de vocabulaire qu'il trouverait. Il élabore aussi des grammaires égyptiennes qui sont en fait des grammaires de copte au tout début, donc il réalise aussi des grammaires par dialecte. Le NAF, donc pour Nouvelles acquisitions françaises 20383, contient ainsi le Radices Egyptiae Linguas Bashmirica Dialectus, rédigé entre 1810 et 1811, suivi d'un lexique donc pour ce dialecte qui, je crois, maintenant est plutôt identifié un dialecte fayoumique. Et le manuscrit est divisé en 4 colonnes, comprenant une colonne à gauche au crayon avec des signes parfois hiéroglyphiques, en colonne 2, des mots coptes classés dans l'ordre alphabétique copte, en colonne 3, la traduction en latin, et en colonne 4, une correspondance dans d'autres dialectes coptes, notamment le memphitique. Tandis que le NAF 20384, lui, est consacré au dialecte de Memphis. Donc vous voyez qu'il pousse ses travaux jusqu'à affiner la connaissance du copte et essayer de la théoriser par dialecte en fonction de la région où le copte était pratiqué. Donc Champollion pousse ses travaux sur le copte jusqu'à présenter un mémoire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui, dans une réaction prudente et empreinte de réserve, n'est pas tout à fait convaincue. Elle incite l'auteur à reprendre ses travaux, encore inaboutis, pour une publication, tandis que les changements de régime politique ne jouent pas en faveur des Champollion. Les travaux sur le copte sont restés inédits, mais vont très vite être dépassés, Champollion continuant d'avancer dans d'autres voies, et vont se développer dans d'autres études et lectures de Champollion pour se consacrer uniquement au déchiffrement des hiéroglyphes. Alors le copte reste toujours présent comme une réflexion sur la langue égyptienne, et en raison de l'ambiguïté du système d'écriture que sont les hiéroglyphes, où un même signe peut tour à tour être un signe son ou un signe idée ou un déterminatif, on ressent en général vivement le besoin de mettre une translittération qui montre bien comment on a lu le texte et identifié les signes devant nous. Et Champollion, lui, pour utiliser une translittération, va utiliser du copte. Il va d'ailleurs utiliser du copte dans un premier temps, ne serait-ce que pour partir des signes idées, en se disant mais comment on dit cette idée en copte, et tenter de voir si avec les compléments phonétiques cela colle et s'il peut retrouver les termes égyptiens. Mais le vocabulaire copte qu'il a réussi à assembler n'est pas suffisamment étendu pour retrouver toutes les réalités mentionnées dans l'Antiquité. Et bien souvent, il utilise juste les lettres coptes pour rendre les sons égyptiennes qu'il arrive désormais à déchiffrer. Donc vous voyez vraiment le rôle central du copte dans la démarche de Champollion.
Donc, si j'en viens désormais à l'étude de l'Égypte et au déchiffrement de l'Égypte par Champollion, on doit se dire que, dans un premier temps, dans une démarche que les orientalistes et épigraphistes pratiquent depuis au moins les entreprises de publication de Montfaucon, Kircher, Caylus, pour citer les plus célèbres, la connaissance des inscriptions et des découvertes se diffuse essentiellement via ce qu'on pourrait appeler une archéologie de papier. La connaissance de la pierre de Rosette se fit d'abord à travers les copies qui en circulèrent, et tout n'était pas encore facile à se procurer avec des degrés de fiabilité parfois différentes. Début 1821, encore, Champollion se plaint auprès de son frère et finit enfin par obtenir des relevés plus fiables, comme celles qu'on connaît toujours dans les collections de vifs. Et je vous signale que beaucoup de collections de vifs sont actuellement visibles dans l'exposition du Louvre-Lens. Alors cela procède d'une même logique qu'on retrouve dans ces papiers. De même qu'on compile la bibliographie et regroupe les notes de lecture des auteurs anciens, modernes et des voyageurs, on voit ici des notes relatives à l'Égypte prises sans doute dans les années 1807-1821. Je vous l'ai dit, les papiers ne sont pas toujours notés, datés, donc c'est parfois difficile à reclasser chronologiquement. Champollion fait feu de tout bois. Il note sur des histoires de l'Égypte en diverses langues. Il va dépouiller notamment les chroniques éthiopiennes. Il va lire les auteurs antiques, dont on rencontre plusieurs noms, jusqu'à bien sûr Aurapollon dans un autre manuscrit, celui que vous pouvez voir notamment exposé ici même au Collège de France. Ou encore, il compile toutes les théories qu'il peut lire sur l'écriture, Warburton, Barthélemy, Tixen, Zoëga et bien d'autres. Il continue son enquête et en dehors des prises de notes à la lecture des publications et des manuscrits qu'il dépouille notamment à la Bibliothèque nationale, il copie, décalque, annote des jeux de planches qu'il insère dans ses notes. Ces manuscrits sont truffés justement de ces planches qu'il va copieusement annoter. Et notamment les volumes consacrés aux considérations historiques, aux monuments funéraires et au panthéon égyptien sont là où on retrouve le plus souvent ces pillages de planches de publications antérieures ou de paragraphes recopiés ou de réflexions. L'usage du calque est assez intéressant en fait chez Champollion, puisqu'il permet rapidement d'esquisser une ou plusieurs copies qu'il peut classer dans différents dossiers. Ça permet justement d'avoir plusieurs copies d'une même inscription qui relèveraient à la fois d'un monument historique parce qu'il y a un cartouche et d'une divinité parce que sur la stèle on voit une glose d'une divinité. On imagine bien la volatilité de ces notes. Peut-être que Champollion retriait-il ces notes en fonction du dossier sur lequel il travaillait. L'état que nous conservons à la Bibliothèque nationale aujourd'hui est le classement opéré par son frère Jacques-Joseph. Il n'est pas rare, en effet, qu'un papier intercalé indique de la main de Jacques-Joseph la thématique à laquelle rattacher l'ensemble de l'alias qui suit. Alors, parmi ces planches, on pourra s'arrêter plus particulièrement sur deux, notamment la planche de l'obélisque Banks, qui lui a fourni le nom de Cléopâtre en hiéroglyphe, grâce notamment au socle écrit en grec, et qu'il rapproche d'un autre document, le papyrus Casati, où il a une version de ce nom à la fois en grec et en démotique. Donc comme ça, il arrive à compléter le nom de Cléopâtre dans les différentes écritures. Et les volumes, Nouvelles acquisitions françaises 20309 et 20310, sur le rituel funéraire égyptien, c'est la vignette que vous avez tout en haut, où Champollion utilise les planches de la description de l'Égypte consacrées au papyrus Cadet, qui vient de rentrer à la Bibliothèque royale alors, et vous voyez peut-être qu'il y a des notes plus claires, elles sont au crayon en papier, parce que dans la publication il y a des blancs, et Champollion complète l'étude et les blancs. Pourquoi ? Parce qu'il a eu accès à tous les livres des morts conservés à la Bibliothèque nationale, à ceux publiés chez Denon et à ceux publiés dans la description de l'Égypte, et il comprend que plusieurs chapitres, plusieurs formules reviennent de manière identique ou avec des variantes orthographiques dans les différents papyrus et pas toujours dans le même ordre. On est encore
dans les années 1811. Il est loin, donc on est entre 1811 et 1820 dans ces notes. Il n'a pas encore officiellement déchiffré les hiéroglyphes. Donc on voit comment c'est ce travail à partir de documents, alors même qu'on ne les connaît pas, peut déjà imprégner l'esprit de l'écriture égyptienne. Alors, autre illustration de ce travail long et patient de recopie des études et des monuments sans les avoir encore déchiffrés, c'est ce rouleau conservé à la bibliothèque. En 1810, Champollion est devenu bibliothécaire adjoint à la bibliothèque municipale de Grenoble. À ce titre, il rédige vers 1812, donc 20 ans avant la lettre à d'acier, 10 ans avant la lettre à d'acier, un catalogue des objets égyptiens du cabinet antique de la ville. Et en 1811, il entreprend de reconstituer sous la forme de ce rouleau un livre des morts à partir d'une bandelette qu'il voit chez l'abbé de Tersan et dont il identifie d'autres morceaux dans des publications antérieures comme le Kélus. Le calque est de la main d'un ami rencontré au cours de Milun, Dubois, et les inscriptions, le relevé des inscriptions sont de Champollion. Ce travail sur les livres des morts chez Champollion est peut-être un peu moins connu, notamment surtout par le fait qu'il y travaille une dizaine d'années avant le déchiffrement et avant la publication à d'acier. Et il laisse songeur, il permet de comprendre aussi tout l'aspect d'auto-formation, d'imprégnation qu'il peut y avoir juste à recopier et à mettre en série des documents dans leur écriture originale, sans même alors complètement les comprendre. À tel point qu'en 1818, Jean-François fait même une première tentative d'un dictionnaire des hiéroglyphes égyptiens. Alors, une fois le mécanisme du cartouche de Ptolémée compris sur la pierre de Rosette, tel que nous l'a expliqué Didier de Vauchel la semaine dernière, la suite de l'histoire, c'est bien sûr la compilation à travers les planches de la description de l'Égypte, où Champollion sait pouvoir retrouver un grand nombre de planches des temples tardifs, et donc avec des cartouches de pharaons grecs et romains. Il réunit dans un petit carnet dont il dit qu'il le gardait souvent par-devers lui, les différentes écritures pour chacun des noms. Si sur la page de la section dédiée au nom des pharaons grecs, Champollion semble tracer fièrement son nom avec les lettres d'un alphabet qu'il redécouvrait et qu'il le date de l'année 1822, année de la lettre à d'acier, il poursuit cette compilation bien au-delà. Et on trouve régulièrement des collages de planches avec des versions orthographiques diverses, issues de sa publication du précis du système hiéroglyphique, paru en 1824. Il faut dire que ce petit carnet est un de ceux au format de grande poche, même si c'est un format poche, dont on perçoit qu'il était donc un véritable outil pour Champollion qu'il a continué d'alimenter bien avant de l'avoir initié. Donc, comme je vous l'ai dit, Champollion fait flèche de tout bois, comme d'autres. Les réseaux épistolaires fonctionnent à plein. Il obtient, grâce aux relations de son frère, moult communications de monuments égyptiens. Par exemple, François Artaud, en poste au Musée des Beaux-Arts de Lyon, notamment à partir de 1808, dont Geneviève Galeano, à l'occasion de sa très intéressante exposition à Lyon, qui a lieu actuellement jusqu'en décembre, nous dit que, impressionné par les exceptionnelles connaissances du jeune homme, Artaud lui donna tout d'abord à traduire un manuscrit indien et des cachets qui lui semblaient arabes, puis à partir de 1811, un cachet égyptien et des inscriptions de momies égyptiennes. Et d'autres antiquités vont suivre. Champollion accède ainsi aux récits de voyageurs et d'anciens membres de la commission des arts de Bonaparte, à commencer par Joseph Fourier, le préfet de l'Isère depuis 1802, ceux qui fréquentent le salon du préfet et d'autres encore. Il obtient des copies des notes du voyage en Égypte de Huyot de 1817-1821 et il le raconte dans la lettre à d'acier et dans le précis un peu plus tard que c'est ces copies de Huyot notamment qui lui donnent toute la grande variété dans la manière d'écrire le nom de Ramsès et de Toutmosis, les deux cartouches de pharaons égyptiens par lesquels il va commencer enfin à déchiffrer les noms à proprement pharaoniques. Une fois Champollion connu par ses premiers succès, notamment grâce à la lecture de l'Académie, tout un réseau savant afflue et le sollicite. Un pair de France et proche du roi, Blacas d'Ops, le contacte pour des documents qui passent en vente. Et donc Champollion va servir d'expert quelque part sur le marché de l'art. Ou encore, par exemple, le fameux savant anglais Thomas Young qui lui envoie toutes ses notes
et celles que les gens et les voyageurs lui font parvenir et les partagent avec Champollion. Et je vous ai cité ici un extrait d'une lettre de Jung qui lui écrit en français, où il livre aussi ses réflexions, sans doute très précieuses, pour alimenter les réflexions de Champollion et se confronter à d'autres théories. Et enfin, on doit citer aussi le voyageur Frédéric Caillot, qui lui donne accès en France à de nouveaux objets grâce aux collections qu'il a constituées lors de ses voyages en Égypte en 1822 et 1824, dont notamment ce livre des respirations, une sorte de livre des morts tardifs, que Champollion va finir par publier en 1827. Pour conclure sur ce Champollion déchiffreur, on peut s'interroger sur ce parcours extraordinaire par ses réalisations et surtout l'importance pour l'histoire de l'Antiquité qu'il y avait à réaccéder à la compréhension de milliers d'hiéroglyphes. Mais Champollion a-t-il bénéficié d'un parcours classique d'orientaliste ? Alors, ils répondent dépasse de loin mes compétences d'égyptologue. Nous pouvons juste retracer ici le cheminement intellectuel d'un esprit prodigieux, bien entouré et bien conseillé. Depuis les concours à l'école, en société de réflexion lycéenne jusqu'aux académies savantes locales, dans un processus d'émulation et de distinction des esprits proches de structures déjà mises en place sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, mais qui seront décuplés tout au long de la vie de Champollion et surtout sous la Restauration, Champollion a pu évoluer de sphère en sphère et se faire reconnaître des milieux savants. De même que les publications dans les premières revues universelles savantes, comme celle dirigée par Milin, le magasin encyclopédique, qui parut de l'an 3, c'est-à-dire 1792, jusqu'en 1816. Le Paris des années 1807 et 1809, les années estudiantines de Champollion, était un centre névralgique, gravitant autour de Milin pour l'archéologie et le cabinet des antiques de la bibliothèque, le Collège de France et aussi le siège de la commission d'Égypte présidée par Jomard, tout au long de la description de l'Égypte, qui paraît, je vous le rappelle, de 1810 à 1822 pour la première impression. La reconnaissance par l'Académie, enfin, à laquelle Jean-François présenta plusieurs mémoires avant cette autorisation de la publication de la fameuse lettre à Dacier, et qui est un des grands acteurs de validation de la démarche et du sérieux scientifique de celui qui sinon aurait pu passer pour un hurluberlu sortant de Figeac et de Grenoble et de ne sais où, alors qu'il avait en bonne et due forme suivi moult cours au Collège de France et à l'École des langues orientales. Lui-même prospère et fait prospérer les sociétés savantes dès sa reconnaissance. Il participe notamment à la Société de géographie, à la Société asiatique et bien d'autres qui fêtent en ces années avec nous leur bicentenaire, puisque la Restauration fut une période faste pour la création de ces sociétés savantes. Enfin, on peut mentionner qu'il devient, on crée pour lui une division des monuments égyptiens qu'on lui confie au musée du Louvre. Et finalement, c'est un peu tardif, même s'il obtient des missions officielles, il part en Égypte. Et enfin, la création d'une chaire au Collège de France en 1831, même si il se plaint un peu qu'il l'a réclamée depuis 1823. Enfin, pour ses publications, sous l'entreprise éditoriale posthume de son frère, si ça ne servit pas directement en publication de Champollion, c'est sous cette impulsion que fut lancée la création d'une fonte hiéroglyphique à l'imprimerie nationale. Et donc, on voit que ce parcours est proprement époustouflant. Il a coché finalement toutes les cases de la reconnaissance. Il n'y manque peut-être finalement que la panthéonisation, mais je n'en dis pas plus. Donc, et comme en Égypte, la mort n'est pas une fin, je conclus sur la réception de Champollion déchiffreur. Je me suis beaucoup amusée à chercher un peu partout cette année des phrases associées à Champollion. Et en voici une découverte grâce à une recherche plein texte dans Gallica sur les automobilistes bougiotes qui se plaignent de ne pas arriver à lire leurs plaques et noms de rue à cause des intempéries. Et il faut être un Champollion moderne pour déchiffrer ces caractères hiéroglyphiques. Avis au service intéressé. Donc c'est dans l'écho de Bougie de 1936. Et si vous voulez en savoir plus sur Champollion et à la Bibliothèque nationale notamment, mais pas que, je vous remercie et je vous invite à consulter ces sites qui sont librement accessibles à tous.
voudrais remercier très chaleureusement Vanessa pour cette très belle conférence qui nous a donné la possibilité de faire une chose rare, d'avoir une expérience tout à fait rare, celle de pénétrer dans le laboratoire Champollion, et on a vu que Dieu sait qu'il s'en passe des choses. Et tout cela à base, je vous le rappelle, de documents qui sont pour la plupart inédits. Et je dois dire qu'on a un peu le vertige en voyant la masse de documents inédits de la main de Champollion. Et si le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes devait servir à quelque chose, c'est au moins, je trouve, créer une dynamique qui permet de mettre en place une équipe qui travaillerait à la publication de ces manuscrits. Voilà. Alors, nous n'avons pas le temps pour des questions. Je voudrais juste vous rappeler que la prochaine conférence aura lieu la semaine prochaine, mais attention, elle n'aura pas lieu le mardi, mais elle aura lieu le mercredi, n'est-ce pas, Olivier? C'est mercredi à 18h. Voilà. Et donc, c'est Olivier Perdu qui vous parlera de Champollion et du Collège de France. Bonne soirée, au revoir.